Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à nouveau présent sur notre chaîne Qualité et formation professionnelle pour un webinaire très attendu sur la régulation du CPF avec Laurent Durin, que je vous présente, qui est directeur donc, de la formation professionnelle et des compétences à la Caisse des dépôts. Bonjour. Et puis, maître Sabrina Dougalos, qui est avocate associée au cabinet Fromont-Briance. Donc, voilà, je vous ai présenté. Vous pouvez quand même vous présenter brièvement, Laurent et Sabrina. Écoutez, comme l'a indiqué Michel, je suis directeur de la formation professionnelle et des compétences au sein du groupe Caisse des dépôts et j'ai en charge le mandat Mon compte formation ainsi que 2 autres mandats, un mandat sur le passeport de compétences et un mandat sur la répartition du solde de la taxe d'apprentissage. Et pour ma part, Sabrina Dugados, bonjour à tous, je suis avocat associé au sein du cabinet Fromont-Briance. On a développé un pôle d'expertise en droit de la formation professionnelle. Voilà, une avocate bien avertie sur le champ de la formation professionnelle, nous pouvons le dire. Alors, brièvement, on vous a fait un petit avertissement sur le fait que pendant le chat, essayez voilà, bon, les affaires personnelles sur oui, mais j'ai reçu une lettre et puis on m'a pas répondu, etc., etc. On sait tout ça, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, le sommaire, pardon, de ce webinaire, on va d'abord faire un premier focus sur les premières décisions de justice qui ont été prises parce que ça suffit, on a envie de dire, hein, et il y a des procès qui ont été entamés par l'État, c'est-à-dire la Caisse des dépôts et puis les autres services de l'État pour faire cesser un certain nombre de dérives dont nous allons vous parler. Ensuite, on parlera de l'évolution des conditions générales d'utilisation, les nouvelles mesures législatives qui viennent d'être prises contre les démarchages téléphoniques, entre autres, un petit focus sur la certification Calliope, puis les perspectives du CPF pour la suite. Voilà. Donc, on attaque avec les premières décisions de justice qui ont été prises déjà, avec d'abord un contentieux devant le tribunal administratif. Je laisse Sabrina et Laurent échanger sur le sujet. Merci Michel. Alors, s'agissant de ces décisions, ces premières décisions de jurisprudence qu'on a en matière de compte personnel de formation et de recours qui ont été introduits devant les juges, d'abord, juste un petit rappel préalable sur le fait qu'effectivement, cette compétence du juge administratif, effectivement, pourquoi le juge administratif? Eh bien parce que la Caisse des dépôts et consignations est une personne morale de droit public. Et donc, quand des requérants souhaitent contester les décisions qui sont prises par la CDC, c'est effectivement devant le tribunal administratif que ces recours peuvent être diligentés. Alors, aujourd'hui, on n'a pas une vision évidemment totalement exhaustive de la jurisprudence, qui évidemment, c'est une jurisprudence très récente, qui fait suite aux mesures de contrôle et de régulation qui ont été menées par la Caisse des dépôts et de consignation sur ces derniers mois. Je laisserai peut-être d'ailleurs Laurent bien mieux que moi commenter la politique de régulation qui a été là menée depuis, on va dire, 1 an par la Caisse des dépôts et de consignation, mais c'est concrètement, en termes de temporalité, suite à ces actions de régulation qui ont été menées par la Caisse des dépôts, qu'on a eu effectivement des premières décisions rendues par les juges administratifs. Alors, c'est des décisions qui ont été rendues dans le cadre des procédures dites de référé, des procédures d'urgence. Donc, ce ne sont pas des décisions qui ont été rendues au fond. Il faudra attendre encore un peu, je pense, pour avoir des premières décisions rendues au fond. Alors, sur ces décisions rendues sous la forme des référés, globalement, on recense plus d'une quinzaine de décisions qui ont été rendues par des tribunaux administratifs, d'ailleurs, dans différents territoires, dans différentes régions. Globalement, la quasi-totalité des requêtes qui ont été formulées par les requérants, donc des organismes de formation qui, pour la totalité d'entre eux d'ailleurs, avaient fait l'objet de mesures de déréférencement par la Caisse. Pour l'essentiel d'entre eux, on était sur des formations, actions de création, reprise d'entreprise, donc les formations ACRE. Et pour la plupart d'entre eux, eh bien, les juges ont donné raison à la Caisse des dépôts et consignations, c'est-à-dire qu'ils ont considéré qu'il n'y avait pas péril en la demeure, si j'ose dire. C'est un peu l'expression consacrée quand on commande des décisions en référé, puisque la procédure d'urgence suppose par définition, qu'on soit d'ailleurs devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire, de démontrer au juge qu'il y a vraiment péril en la demeure et qu'il est éminemment nécessaire que le juge intervienne pour suspendre une décision qui a été prise, alors là en l'occurrence, prise par une personne morale de droit public puisqu'on est devant le juge administratif. Donc c'est ça l'objet d'une procédure d'urgence.
qu'on fait devant le juge des référés. Donc, ces différentes décisions, globalement, sont toutes intervenues dans le même contexte. Globalement, la CDC avait rendu une décision de déréférencement de la plateforme pour une durée déterminée relativement longue. Globalement, à chaque fois, on est sur des référencements de 9 mois. Donc, c'est suffisamment long pour globalement asphyxier, on va dire, un peu l'activité de l'organisme de formation. Et c'est justement sur ce terrain-là qu'un certain nombre de requérants s'étaient placés pour aller plaider le fait que cette mesure de déréférencement potentiellement remettait en cause la viabilité économique de leur entreprise. Voilà, donc la demande principale et essentielle eh bien, des organismes de formation était effectivement d'obtenir une suspension de la décision de déréférencement, le temps que, évidemment, l'affaire soit instruite au fond, puisque parallèlement, les organismes de formation ont également introduit, pour la plupart d'entre eux, évidemment, une requête au fond. Bon, donc après, je crois que sur la slide d'après, d'ailleurs, si Michel veut bien la... Je ne sais pas si je peux la... Oui, voilà, merci beaucoup. Je vous ai mis à gauche les principaux moyens de droit et de fait, surtout qui avaient été soulevés par les requérants. Et puis, de façon très synthétique, finalement, la réponse apportée par les juges administratifs. Globalement, je ne veux pas trop m'étendre sur des aspects trop techniques ni juridiques. Ce qui est intéressant de retenir là, c'est qu'effectivement... finalement, les moyens de droit n'ont pas été retenus et globalement, l'urgence n'a pas été caractérisée dans la plupart des décisions qui ont été rendues publiques, qui sont accessibles sur Légifrance et que donc nous, on a pu effectivement regarder de plus près. Donc ça, c'est une première série de décisions. Encore une fois, elles ont été rendues en référé. Il y aura probablement à venir des décisions rendues au fond qui sera certainement assez intéressant de regarder de plus près. Enfin, les réponses sont constantes, c'est ça qu'on peut dire quand même. Il n'y a pas d'exception, a priori, c'est toujours la même réponse, c'est ça? Globalement, c'est toujours la même réponse, oui, tout à fait. Oui, alors après, on peut avoir quelques exceptions, mais elles sont plutôt liées à des aspects procéduraux, de documentation. Enfin, elles ne concernent pas forcément le litige au fond. Donc, en tout cas, leur analyse ne donnerait pas d'informations. Je pense qu'il faudra qu'on revoie ça aussi au moment de la promulgation de la loi. On va parler du projet de proposition de loi contre la fraude qui intègre de nouvelles dispositions. Bon, je pense qu'il y a un premier point qu'on peut surligner, c'est que le compte personnel de formation, c'est à peu près 10% du marché de la formation. C'est à peu près 10% du marché de la formation. Et donc, le juge regarde aussi, c'est-à-dire quand un organisme de formation va voir le juge en disant « moi, je fais 100% de mon chiffre d'affaires ou 90% de mon chiffre d'affaires sur le CPF », le juge considère, et évidemment la Caisse des dépôts est d'accord avec ça, que le CPF n'est pas la formation. Ah, Laurent a été coupé. Bon, eh ben, on va continuer quand même. Ce sont les aléas du direct. Laurent va peut-être revenir. Ouais, il va revenir, ça y est, le revoilà. Il y a quelqu'un qui a dû me couper là, au moment où je disais la Caisse des dépôts est d'accord. Donc, je pense que l'argument qui consiste à dire qu'un organisme de formation fait 100% de son chiffre d'affaires sur le CPF et donc dès lors qu'il est soumis à une sanction, cela détruit son entreprise, n'est pas retenu par le juge et à mon avis pour deux raisons. D'abord, parce que ce dispositif de sanction, il est connu dès le départ. Il est dans les conditions générales d'utilisation. Donc, l'organisme de formation, quand il se présente sur le CPF, il sait qu'il peut s'exposer à des sanctions. Et donc, en tant qu'entreprise, il doit être vigilant à ne pas être monoclient. Et le juge administratif répond souvent, mais il y a 90% de la formation professionnelle continue que vous pouvez adresser. Donc ça, c'est un élément qui, moi, me semble important. Donc, une sanction dans le cadre du CPF n'équivaut pas à une interdiction d'exercer pour un opérateur de formation en France. Il y a d'autres marchés que le CPF. Absolument. Et ça, il faut garder en tête. Absolument. Le CPF est un moyen de financement parmi d'autres et donc c'est un moyen de financement très minoritaire. C'est absolument nécessaire de le rappeler toujours. On passe aux décisions suivantes, Sabrina, sur le juge pénal peut-être? Alors oui, on a une décision qui a été largement commentée, notamment dans la presse spécialisée, d'ailleurs dans les médias tout court. C'était une décision, un jugement qui a été rendu par un tribunal correctionnel du 20 septembre dernier et qui a condamné quand même lourdement un organisme de formation pour fraude.
On était quand même sur des fraudes caractérisées, puisqu'on était sur des fausses actions de formation, enfin des sessions d'actions de formation qui n'étaient pas effectivement réalisées, l'établissement de feuilles d'émargement, d'attestation de fin de formation bidon. Et donc, la condamnation est lourde, puisque l'organisme de formation a été condamné à verser 3 millions d'euros à la Caisse des dépôts et consignations, dont 330 000 euros de façon solidaire avec le dirigeant de la société. J'en profite pour le préciser, c'est une des particularités des risques de sanctions attachés à la qualité d'un dirigeant d'organisme de formation. On a dans notre code du travail des sanctions financières et des sanctions d'ailleurs de nature pénale qui peuvent embarquer, pour laquelle la responsabilité solidaire du dirigeant peut être mise en cause. Voilà. C'est une des particularités liées à cette activité professionnelle, qui est l'activité de formation professionnelle, qui n'est pas une activité réglementée en tant que telle, mais enfin qui est une activité évidemment très très fortement régulée, moins qu'on puisse dire. Voilà, et puis sur le plan pénal, il se trouve que cet organisme de formation a vu son dirigeant être condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, avec une interdiction d'exercer un organisme de formation pendant au moins 5 ans. Donc c'est vrai que les sanctions étaient très certainement se voulaient exemplaires, mais elles sont quand même très lourdes de conséquences pour cet organisme-là. Oui, alors, moi je ne me positionnerai pas sur le niveau de lourdeur de la sanction. Pour certains, elles sont trop lourdes, pour d'autres, elles sont trop légères. Mais quelques éléments d'appréciation, puisque l'audience était publique, donc je ne dévoile là rien de confidentiel. On est dans un cas notamment dans lequel on a un organisme de formation qui achetait à très bas coût des formations qui tenaient sur une clé USB, pour le dire tout à fait clairement, et qui les revendait sur le CPF en appliquant un coefficient à peu près de 10 ou 12. Donc schématiquement, on a quelqu'un qui achetait une formation à 100 euros et qui la revendait à 1000 euros sur le CPF. On est sur un dirigeant qui n'avait pas de condamnation préalable, tant que casier judiciaire vierge, ce qui est, je pense, important de souligner. Donc, on n'est pas sur quelqu'un qui était connu des services. Donc le caractère lourd de la sanction s'apprécie aussi, à mon avis, à cet égard-là. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui s'est mis à détourner de manière plutôt assez claire les fonds du CPF, je pense, sans avoir vraiment conscience du caractère délictuel ou pénal de ce qui était commis. On était plutôt dans la case « j'ai un bon plan ». Et là, on a une sanction qui est à hauteur. Je rajouterais qu'il n'y a pas eu d'appel déposé sur la sanction pénale. Donc sur le volet pénal, je dirais que l'affaire est terminée. Donc, il y aura peut-être des appels sur le volet civil, c'est-à-dire sur la question des montants. Mais effectivement, on est sur une première condamnation qui montre la résolution du juge pénal. Et donc, si on veut faire la synthèse, et puis je laisserai Sabrina commenter, être d'accord ou pas, c'est qu'on a à la fois un juge administratif qui est bienveillant et qui a pour principal objectif de préserver les fonds du CPF, qui considère qu'il n'existe pas une autorisation explicite de l'OF à être sur le compte personnel de formation. Le juge considère que quand l'OF n'est plus sur le CPF, ça ne constitue pas la fermeture de son activité, mais seulement la fin d'un de ses clients. Et on a un juge pénal qui, effectivement, par rapport aux autres typologies de fraude financière dont on peut avoir à connaître et quand on regarde les plaintes, et la politique pénale sur le CPF est extrêmement forte. Et je pense qu'elle va continuer à se durcir avec la proposition de projet de loi de lutte contre la fraude, dont je crois que nous allons parler tout à l'heure. Tout à fait, on va reparler de ce projet de loi, bien évidemment, après avoir parlé de l'évolution des conditions générales d'utilisation, qui est notre sujet suivant. Alors, on a une question qui n'est pas tout à fait liée à la question des jugements tribunal administratif et pénal. C'est une question qui, effectivement, nous est quand même posée. Laurent, surtout, la Caisse des dépôts prend-elle en compte le fait que de plus en plus d'entreprises, surtout de financeurs, demandent à leurs salariés d'utiliser leur CPF, même pour des formations obligatoires,
et que les organismes de formation se retrouvent en fait à devoir utiliser des CPF. Alors maintenant, si la formation de l'organisme de formation n'est pas certifiante, on a un problème quand même. Donc voilà, donc c'est une question qui est un peu en marge quand même du sujet des contentieux juridiques. Alors, c'est quand même une question qui me paraît bien intéressante et je pense que c'est important de reclarifier un peu les rôles et responsabilités de chacun, le temps que peut-être Laurent nous rejoigne. Sur ce sujet-là, il me semble que ça ne relève pas des prérogatives de la Caisse des dépôts et consignations d'aller vérifier finalement quel est le niveau de conformité juridique des employeurs à l'endroit de leurs salariés. Parce que là, le sujet, c'est concrètement, est-ce qu'un employeur peut valablement contraindre ou concrètement lourdement insister auprès de ce salarié pour qu'il mobilise son CPF afin de lui faire suivre une formation dite obligatoire, c'est-à-dire une formation qui, évidemment, à toute évidence, relève de la responsabilité sociale de l'employeur et que l'employeur est censé donc diligenter, évidemment, a fortiori financer pour le compte de son salarié. Il me semble que c'est un sujet qui sort un peu du périmètre du scope de la Caisse des dépôts et consignations, qui, elle, régule le marché des prestataires de formation, mais pas les sujets finalement de compliance des entreprises. Et ce sujet-là, finalement, il renvoie davantage à la relation de travail entre l'entreprise et ses salariés, et c'est évidemment le juge prud'homal qui sera un peu le juge de paix par rapport à ces problématiques de formation qui auraient dû être finalement mises en œuvre et financées par l'employeur sur le temps de travail des salariés et pas en dehors de leur temps de travail, bien évidemment. C'est aussi ce que prévoit par ailleurs le Code du travail, d'ailleurs, sur ces formations obligatoires. Donc, évidemment, ça renvoie à la responsabilité de l'employeur par rapport à ses obligations légales en matière de formation et puis plus globalement en matière d'adaptation au poste et de maintien dans l'emploi. Ah oui, c'est très intéressant effectivement de remettre ça, disons, c'est pas la responsabilité de la Caisse des dépôts de s'occuper de ça, et c'est très 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 pertinent comme remarque. Et puis on peut dire aussi que les représentants des salariés doivent aussi prendre en charge ces revendications entre guillemets, de dire que le compte personnel de formation d'une personne n'a pas à être mobilisé sur instruction de l'employeur pour en plus faire des formations qui sont obligatoires et à la charge de l'employeur. Donc, ça me paraît parfaitement logique. Hein. Donc, c'est très intéressant, en fait, comme point. Je vais même être un peu provocatrice pour aller un cran plus loin, si vous voulez. C'est le législateur lui-même, quelque part, et les pouvoirs publics en sont pleinement responsables, qui, en rendant éligible au CPF tout un tas de formations réglementaires, ce qui renvoyait à l'ancienne catégorie des formations réglementaires qui étaient éligibles à l'ex-inventaire, désormais appelé répertoire spécifique, qu'on a quand même clairement assumé quelque part le fait qu'on allait permettre à des salariés dans certains contextes professionnels de pouvoir mobiliser leur CPF pour suivre ces fameuses formations réglementaires. Et vous en avez beaucoup dans plein de secteurs professionnels. Absolument, absolument. Dans le secteur de la banque assurance, de la finance, enfin bon bref, je ne vais pas tous les citer, mais vous avez tout un tas de secteurs professionnels où on a des formations dites obligatoires qui sont effectivement éligibles au CPF. Donc c'est quand même très tentant pour l'employeur, potentiellement, évidemment, d'aller embarquer son salarié sur ces formations réglementaires, puisque comme elles sont éligibles au CPF, ça permet d'optimiser un peu leur plan de formation. Ouais. Mais ce n'est pas de la responsabilité, pas le sujet de la Caisse des dépôts et consignations qui a déjà suffisamment à faire avec les opérateurs de formation. Voilà, en fait, Michel qui posait la question nous dit, en fait, je posais la question par rapport aux OF qui font presque tout leur chiffre d'affaires avec le CPF et non sur le fait que la CDC devrait contrôler. Oui, merci pour la remarque, Michel, mais enfin, la réponse de Sabrina est quand même intéressante sur la responsabilité de l'employeur et que c'est pas la Caisse des dépôts de contrôler tout ce genre de choses, c'est ce qui est parfaitement exact. Alors, Laurent doit nous rejoindre, demande pour rejoindre le live. Laurent de Webikeo, je n'arrive pas à le faire rentrer. Que se passe-t-il? Voilà, on a un petit problème technique là qui est en cours de résolution. Laurent Durin demande à rentrer. Je clique sur la petite main et puis je l'autorise et il n'arrive pas. Voilà. Et les maladies d'informatique. Voilà. Je ne sais pas si Laurent de Webikeo est là. Monsieur Durin, allumez votre caméra s'il vous plaît et puis allumez le micro peut-être. Alors, merci à Cathy de nous avoir transmis cette question en tout cas de Michel qui était bien intéressante.
Alors, on doit changer de sujet maintenant. On doit passer, alors là, on a besoin de Laurent quand même, puisqu'on doit passer le sujet suivant à l'évolution des conditions générales d'utilisation depuis le 6 octobre 2022. Donc, parmi les plus de 500 personnes qui sont présentes à ce live, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont reçu, même tous, si vous êtes concernés par, si vous êtes inscrits sur le compte, sur la plateforme EDOF, mon compte formation.fr, vous avez reçu les instructions de la Caisse des dépôts, ces instructions étant signées Laurent Duras, qui normalement devrait nous rejoindre si Laurent de Webikeo arrive à le faire rentrer. Voilà. Alors, on va continuer. Hein. D'abord, une nouveauté, et Laurent pourra nous expliquer un petit peu pourquoi. La nouveauté qui vient d'arriver, c'est que maintenant, pour s'identifier pour rentrer sur son compte EDOF, il faudra systématiquement s'identifier avec France Connect. Donc, vous savez, France Connect, c'est la solution proposée par l'État. On passe après France Connect, on choisit son compte Amélie ou son compte, enfin, on a différents comptes pour pouvoir se connecter. On a une identification de la personne qui est certaine. Parce que pour pouvoir s'identifier sur France Connect, on a dû donner un certain nombre de documents qui font que c'est bien nous qui nous connectons et personne d'autre. Alors, bien évidemment, si on s'amuse à donner son compte Amélie à Pierre, Paul ou Jacques et qu'on va avec France Connect se connecter avec son compte Amélie, c'est la responsabilité pénale de la personne. Enfin, pénale, j'en sais rien, en tout cas juridique. Et donc, c'est une façon de sécuriser les choses pour que les personnes qui se connectent au compte CPF donc, soient bien les bonnes personnes et pas des intrus. Laurent nous entend ou pas? Bon, on a perdu Laurent qui pourtant est là, il est connecté. Ah non, il est live off, pardon. Oui. Il était off, c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à rentrer. Donc, OK. Bon, écoutez, on va attendre qu'il revienne. Est-ce qu'on a quelque chose à dire, Sabrina, sur cette identification par France Connect? Alors moi, non, je n'ai pas forcément de commentaires par rapport à cela. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est commencer à commenter éventuellement la proposition de loi qui est actuellement oui. au Parlement. Oui, très bien. On reviendra sur la deuxième partie. Voilà, puis on reviendra sur les CGU après. Excellent. Merci, Sabrina. Alors, sur les mesures législatives, la récente, parce que l'idée, c'était aussi d'en profiter pour faire une focale sur l'actualité juridique et notamment législative qui concerne le CPF. C'est vrai qu'il y a eu quand même des mesures assez fortes là qui sont en tout cas entrées en vigueur. Alors, une première loi que globalement on commente moins parce qu'elle n'est pas dédiée au CPF, mais elle a une incidence qui est quand même notable sur le CPF à propos justement des pratiques commerciales agressives, on va dire, parce ça a quand même été un sujet parmi d'autres, mais enfin c'est quand même un peu le sujet du moment à propos du CPF. C'est une loi qui date du 16 août dernier, intitulée « Portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ». Et donc, il y a un article dans cette loi qui vient finalement alourdir les sanctions pénales en cas de pratique commerciale trompeuse ou agressive. Alors, une pratique commerciale trompeuse ou agressive, globalement, c'est un concept juridique qui a été défini par une directive communautaire qui date de 2005 et qui vient de dire qu'en fait, de telles pratiques, eh bien, elles se définissent précisément comme étant contraires aux exigences de la diligence professionnelle et susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique d'un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l'égard d'un bien ou d'un service. Donc évidemment, on est sur des dispositions d'ordre tout à fait général qui ne sont pas propres au CPF, mais l'idée, c'est vraiment d'alourdir les sanctions pénales, notamment d'ailleurs lorsque ces pratiques commerciales sont réalisées en bande organisée, et évidemment vise à impacter toute la chaîne de commercialisation des produits et des services. Alors ça concerne notamment évidemment les services qui sont prestés dans le cadre du compte personnel
de formation. Et donc, concrètement, le fait de vendre, d'arriver à vendre une action de formation prétendument éligible au CPF et qui en réalité ne l'est pas, une action de formation prétendument certifiante, alors qu'en réalité, la certification concernée n'est pas enregistrée à l'un des deux répertoires nationaux, eh bien ça, ce sont autant de pratiques commerciales qui sont trompeuses, et dès lors qu'évidemment l'organisme de formation serait parvenu à vendre son action de formation alors même que, évidemment, par un moyen détourné, finalement, il va tromper son consommateur, eh bien, potentiellement, sur le fondement de ce texte législatif, il pourra être condamné. Et je vous le disais, les peines d'emprisonnement ont été alourdies, puisque avec cette loi, on passe potentiellement sur une peine d'emprisonnement de 3 ans au lieu de 2. Et de la même façon, d'ailleurs, quand la pratique est organisée et a été prestée en bande organisée, eh bien, la sanction passe de 2 à 7 ans. Donc, on est quand même sur des mesures législatives assez générales, mais qui peuvent avoir une incidence forte dans notre écosystème CPF. Le deuxième texte législatif qui concerne toujours la lutte contre le démarchage, les pratiques commerciales très dites agressives, et notamment le démarchage téléphonique, eh bien, c'est une proposition de loi qui est actuellement en cours d'examen au Parlement, en première lecture, qui s'intitule « Lutter contre les abus et les fraudes au CPF ». Donc là, on est très clairement sur le sujet du CPF. C'est un texte législatif qui, à date, comporte 4 articles. Et le premier article de cette proposition de loi, eh bien, faisant écho à la première loi que je viens de vous commenter, vient interdire purement et simplement tout démarchage relatif au CPF, que ce soit par voie téléphonique, par messagerie, par email, etc., etc. Et donc là, tout démarchage dit commercial, on va dire, prospection commerciale sur le CPF devrait être interdit par cet article premier de la proposition de loi. Et donc, concrètement, on ne pourra pas collecter les données à caractère personnel des titulaires du compte CPF, et a fortiori, on ne pourra pas permettre à ces prestataires de conclure des contrats visant à vendre des actions de formation éligibles au CPF au travers de ces actions de démarchage. C'est souvent les démarchages téléphoniques, on l'a tous vécu au moins une fois, je pense, mais ça peut être aussi par tout autre moyen de télécommunication à distance. Voilà, alors évidemment, le texte de loi, c'est une proposition de loi, hein, parce que c'est un texte qui a été porté par des députés, qui a été introduit par les députés, donc ce n'est pas un projet de loi, c'est bien une proposition de loi, évidemment, en cours d'examen, donc il n'est pas encore applicable à date, et potentiellement, d'ailleurs, comment dirais-je, le texte précis peut être amené encore à bouger, pas forcément très substantiellement, mais bon, au regard de l'examen qui sera réalisé par les sénateurs. Alors, toujours dans le même ordre d'idée, il y a un renforcement aussi du contrôle des pouvoirs publics au sujet du CPF, puisque, effectivement, l'article 2 de ce projet de loi vise à fluidifier les échanges d'informations entre les différents acteurs, donc à la fois entre la Caisse des dépôts et de consignation, France Compétences et les agents de l'État qui sont habilités à contrôler les organismes de formation. Le projet de loi vise également à modifier d'autres dispositions législatives pour permettre à Tracfin de pouvoir transmettre et récupérer des informations à la fois auprès de la Caisse des dépôts et de consignation et auprès de l'Agence des services des paiements. Alors, Tracfin, en 2 mots, c'est quoi? C'est un service de renseignement qui est placé sous l'autorité du ministère de l'économie, qui a évidemment pour principal objectif de lutter contre des malversations, lutte contre le blanchiment, les actions terroristes, etc., etc. Que vient faire l'ASP dans notre affaire de CPF? Eh bien, je le rappelle, l'ASP a pour objet notamment de prendre en charge et de régler la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Voilà, donc c'est à ce titre-là que potentiellement Tracfin pourra potentiellement échanger les informations avec ce service public. Voilà sur cette première partie, si j'ose dire, de la proposition de loi, donc, qui concerne en fait toutes les mesures de lutte contre le démarchage, globalement le démarchage commercial. Et puis le deuxième volet de cette loi, c'est très clairement de renforcer les prérogatives de contrôle en matière de lutte contre la fraude. Et donc là, en fait, c'est globalement l'ensemble du corpus juridique applicable aux organismes de formation qui est resserré, plus exigeant quand le prestataire vend des actions de formation éligibles au CPF
que dans d'autres dispositifs. Donc là, ce qu'on observe, c'est que globalement, si ces dispositions législatives sont adoptées, on aurait effectivement quelque part un champ, un corpus législatif spécifique propre au CPF qui serait plus exigeant que le corpus juridique, on va dire, de droit commun qui est applicable à l'ensemble des organismes qui œuvrent dans le champ des actions de développement des compétences. Formation, VAE, bilan de compétences, apprentissage. Voilà, donc ça c'est l'objet de la slide 2, enfin de la slide d'après je crois, où j'ai dû vous identifier de façon très succincte les autres dispositions qui figurent dans cette proposition de loi. On pourrait y revenir, normalement je suis revenu avec vous. Ouais, je suis revenu d'entre les morts. Rebonjour Laurent. On s'était dit qu'on commençait un peu à commenter la proposition de loi et on reviendra sur les voilà, on reviendra sur les CGU après. Finalement, on reste encore quelques moments sur les propositions les propositions de loi. On nous dit à qui s'adresser en cas d'appel frauduleux, la gendarmerie ne prend pas les plaintes, etc. Vers qui orienter tous les démarches frauduleuses? Qu'en est-il des annonces sur les réseaux sociaux? Et puis, que se passerait-il si une personne demande des renseignements sur une formation et que lors du positionnement, la personne s'oriente et c'est un démarchage illégal? Toutes ces questions-là, j'ai envie de dire, vont être réglées par la discussion aussi parlementaire sur les projets de loi. Je pense que, enfin, Laurent pourra nous confirmer, mais qu'il ne faut pas hésiter. En tout cas, on nous pose une question sur comment dénoncer des démarchages frauduleux. Laurent peut peut-être nous dire quelques mots sur le dispositif d'alerte qui est en place. Oui, alors, en complément de la proposition de projet de loi, vous avez dû tous voir que l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des communications, a pris une autre disposition à partir du 1er janvier 2023. Les opérations de démarchage, et là je parle de manière générale, seront interdites via des numéros en 06 ou en 07. Et la semaine dernière, il y a un décret qui a été pris pour définir des plages horaires. Donc, vous ne pourrez plus être démarché, quel que soit d'ailleurs le sujet, par des numéros de téléphone en 06 ou en 07 ou en dehors des heures qui sont contenues dans le décret. Alors, que faire quand on vous appelle ou quand on vous envoie? Il faut les transférer au 33 700. Vous avez les renseignements sur www.33700.fr. C'est en réalité le site de l'autorité de régulation des télécommunications. Et donc, quand vous recevez un SMS, vous faites transférer 33 700, ils vont vous répondre, ils vont vous poser 2-3 questions. Et ça permet à l'ARCEP d'enregistrer les numéros de téléphone qui appellent. Et une fois que la proposition de loi aura été promulguée, de mener les actions auprès des opérateurs de téléphonie pour que ça cesse. Ça, c'est le premier point. Si vous avez été victime de démarchage, c'est-à-dire que vous avez répondu au téléphone et que vous avez, malgré vous, donné vos identités ou cédé à la tentation d'acheter une formation qui ne vous intéresse pas, vous avez un formulaire de signalement sur mon compte formation.gouv.fr que vous trouverez dans la partie FAQ. Et dans ces cas-là, vous nous adressez un signalement et on le prendra en charge. Voilà. Ça, c'est une question que nous avons posée. Comment aider nos stagiaires lorsqu'ils ont été victimes d'escrocs afin qu'ils puissent récupérer leurs droits CPF sans passer par une plainte? Alors, Laurent a à nouveau été déconnecté, donc c'est un peu compliqué, mais peut-être qu'il nous en... Non, il n'est plus là, live off. Bon. Alors, on va continuer quand même la discussion avec Sabrina. Je crois qu'on a fait le tour un peu sur la lutte contre le démarchage abusif. Moi, je voulais revenir un petit peu. Voilà. Ah ben, revoilà Laurent. Je suis désolé. Je vous entends bien à chaque fois. Je me fais juste sortir de la conférence. Bon. Ben, c'est pas nous, c'est promis. Pourtant, je ne vous démarche pas. Hein. Voilà. Donc oui, je pense que ce que je disais, c'est qu'on a à peu près répondu à toutes les questions sur le démarchage téléphonique, et puis tu as répondu à fait que la question comment aider nos stagiaires lorsqu'ils ont été victimes d'escrocs pour qu'ils puissent récupérer leurs droits CPF, ils font un signalement sur mon compte formation.gouv.fr comme tu viens de l'expliquer. Exactement. Il ne faut pas que les usagers hésitent non plus à faire des dépôts de plainte.
La proposition de loi, pardon, elle porte bien aussi sur les réseaux sociaux. Hein, donc, les mêmes Oui. pratiques pourront être sanctionnées, notamment quand ça passe via Facebook ou LinkedIn. Parce que je vois Voilà. dans le chat. Alors, allez, dans une forme d'exclusivité pour vous, Michel, je pense que dans les prochaines semaines, on va avoir quelques Instagrammeurs qui vont, comment dire, faire amende honorable et nous aider à faire de la pédagogie autour des règles d'achat éthiques et transparentes. Nous, on a saisi déjà les grands agents d'Instagrammeurs pour que, y compris au vu de la proposition de loi, quand bien même elle n'est pas encore promulguée, votée et promulguée, qu'il y ait déjà des interventions là-dessus. Et je rappelle par ailleurs que l'objectif de la loi, c'est le démarchage agressif, c'est le caractère agressif du démarchage. Hein, c'est pas le démarchage dans sa globalité. Donc, en tout cas, l'esprit, et on le voit bien dans les débats parlementaires, c'est d'empêcher le dol, la récupération de login mot de passe, d'empêcher des opérateurs qui sont d'ailleurs pas forcément des OF, hein, d'obtenir de la vente en évoquant un critère d'urgence, vous allez perdre vos droits, etc. Donc, c'est tous les abus autour du démarchage qu'on cherche à… C'est tout à fait ça. Je répondais à un OF que nous accompagnons pour Calliope qui s'inquiétait de ça parce qu'il a dans ses salariés de personnes qui font du phoning, mais sur leur clientèle qui est très restreinte, qui est dans des cabinets médicaux, mais il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de, puis c'est pas confié à une plateforme extérieure qui fait des appels par centaines de milliers voilà, pour essayer de vous vendre un truc. On est dans quelque chose d'autre qui est du démarchage commercial, pas du tout agressif, et en plus qui s'adresse qu'à des professionnels sur des raisons très… Enfin, donc moi, je ne crois pas que ce soit condamnable. En plus, le sujet n'est même pas le CPF pour cette OF. Sur ce sujet-là, c'est pour ça que je le citais tout à l'heure, hein, la définition qui fut dans la directive communautaire de 2005, elle est très explicite et elle permet de bien comprendre ce qu'on veut mettre derrière les mots démarchage commercial abusif. On est bien tout ce qui permet d'altérer de façon substantielle le comportement économique d'un consommateur. Donc, effectivement, le fait de dire attention, vous avez perdu vos heures de diff, vos droits à diff, si vous ne me rappelez pas dans la seconde pour que je puisse vous vendre une action de formation, on est très clairement dans une pratique qui vise à altérer le comportement normal du consommateur moyen. Voilà, alors je voulais qu'on reparle quelques instants, parce que je crois qu'il y a eu une question là-dessus, sur la question de la sous-traitance, puisque c'est quand même quelque chose, puisque ça fait partie du projet de loi, c'est ça, et parce qu'on a un problème quand même avec les sous-traitants, et puis des sous-traitants de sous-traitants, enfin avec comme ça une dilution des responsabilités, donc il faudrait en dire quelques mots quand même. Oui, alors si tu me permets, Sabrina, peut-être que je l'évoque sans vous parler juridique. En tout cas, le cabinet de la ministre Grandjean, les représentations des organismes de formation. Le premier point à souligner, c'est que cet article de loi renvoie à un décret et que ce décret sera pris après concertation des acteurs. Hein, donc, c'est pas la peine de s'agiter dans un premier temps ou d'avoir trop peur. Il va y avoir une phase de concertation qui va s'ouvrir. Et là, on est dans la même démarche que le démarchage agressif. Il y a deux cibles à ce texte. Il y a le premier, ce qu'on appelle un peu les brokers, c'est-à-dire des entreprises qui font de l'achat-revente de manière massive. C'est-à-dire qu'ils achètent des contenus pédagogiques sur un second marché et ils les revendent sans valeur ajoutée dans la plateforme. Bon, donc la question de cet article de loi vise en partie ce type de pratique dont on ne peut pas tout à fait appeler ça des organismes de formation. Premier point. Le deuxième, c'est des organismes de formation qui ne disposent pas de la qualité nécessaire, c'est-à-dire qui n'ont pas Calliope, qui n'ont pas passé les barrières qualité et qui vont s'abriter derrière un organisme de formation qui est entré pour vendre quand même. On a par exemple des cas d'organismes de formation qui sont sanctionnés et qui cherchent des OF déjà présents dans la plateforme en disant mais j'ai… À nouveau coupé. À nouveau coupé. Donc, le réseau informatique de la Caisse des dépôts. Ouais, désolé, hein, mais c'est un peu…
peu les inconvénients, les aléas du direct, comme on dit à la télé, mais c'est un peu ça quand même. Oui, alors donc je voulais qu'on revienne un petit peu sur la question de la sous-traitance. Bon, Laurent va nous rejoindre. Je crois que ce dont il était en train de parler aussi, ce sont ces abris. Venez vous mettre à l'abri de mon Calliope, hein, puisqu'on a plusieurs plateformes qui disent cela et qui disent moi, je vous fais en 2 jours, je vous obtiens un accord avec un organisme certificateur qui a une certification enregistrée au répertoire, et puis hop, ça y est, votre CPF est dans la boucle. Je pense que c'est là un petit peu trompeur, parce que ça m'étonnerait qu'on trouve aussi rapidement des organismes certificateurs qui acceptent de partager leur certification comme ça avec des gens qu'ils ne connaissent pas, puisqu'il y a aussi des règles qui se sont mises en place entre France Compétences et la Caisse des dépôts, et que l'habilitation à former qui est délivrée par un organisme certificateur qui a sa certification enregistrée au répertoire, ça ne s'obtient pas comme ça par un coup de baguette magique en 48 heures. Pour moi, c'est complètement trompeur comme démarche. C'est un avis personnel, mais partagé par un certain nombre de gens. Et donc dire, venez sur ma plateforme, je vous obtiens ça en 48 heures, et puis vous êtes à l'abri de mon Calliope. Moi, je ne sais pas ce qu'en pense la juriste, mais moi, ça me paraît un peu limite. Après, je pense qu'il y a le périmètre du droit et le périmètre de ce qui relève davantage de processus, d'indicateurs qualité sur qu'est-ce qu'il est satisfaisant ou pas d'accepter dans notre écosystème formation. Tout à fait. 2 registres un tout petit peu différents. Tout à fait. Alors, Laurent est en train de nous rejoindre à nouveau. Donc, sa parole. Alors, peut-être juste pour compléter du coup ce que disait Laurent par rapport à ce sujet, la sous-traitance. En fait, c'est un dernier article qui a été d'ailleurs porté par le ministère du Travail dans le cadre d'un amendement qui a donc été voté en première lecture par l'Assemblée nationale à l'article 4 de cette proposition de loi qui effectivement prévoit un certain nombre de choses. D'abord sur une procédure de référencement préalable de l'organisme de formation sur la plateforme EDOF. Et ensuite, qui prévoit déjà des éléments de cadrage sur les conditions de recours à la sous-traitance. Dans l'article 4, effectivement, l'idée, c'est que le sous-traitant pédagogique répond aux mêmes conditions juridiques que l'organisme de formation donneur d'ordre. Ça veut dire notamment qu'on aurait un premier texte juridique qui viendrait nous dire de façon très explicite que le sous-traitant pédagogique doit lui-même être détenteur d'un numéro de déclaration d'activité. Voilà. Donc, outre le fait effectivement que ce texte de loi renvoie à un décret d'application les éléments de cadrage sur ces conditions de recours à la sous-traitance, un premier élément quand même qui est intéressant de soulever, c'est que le sous-traitant doit lui-même répondre finalement globalement des mêmes obligations que l'organisme de formation donneur d'ordre. Oui, alors là, en termes d'état d'esprit, ce qui est cherché à couvrir, c'est je suis organisme de formation, je fais l'objet d'une sanction, je rentre dans la plateforme avec un homme de paille ou un prête-nom, quoi. D'accord. En fait, c'est vrai que la question d'après, et c'est finalement la question qu'on a envie de se poser quand on se dit qu'il y a un décret d'application qui vient derrière, c'est finalement, est-ce que, un peu à l'instar de ce qu'on trouve dans le code de la commande publique, pour les marchés publics, finalement, dans le cadre du CPF, on viendrait interdire de façon totale le recours à la sous-traitance pédagogique? Je pense que c'est pas. Moi, je veux pas parler à la place de l'exécutif, mais je pense que c'est pas l'état d'esprit en fait. C'est pas l'état d'esprit. C'est pas l'état d'esprit. On sait bien qu'il y a des secteurs d'activité dans lesquels, par exemple, les organismes de formation font appel à des indépendants ou des vacataires ou des professeurs. Je pense notamment aux formations en langue. Je pense notamment aux formations au permis de conduire, où là, c'est des moniteurs d'auto-école. On envisage, je pense que vraiment, alors l'exercice de rédaction du texte va être ardu. Ça, j'en disconviens pas. Le texte sera ardu puisqu'on est dans un cadre de droit. Je pense qu'il faut aussi regarder les poursuites, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas d'empêcher, à mon avis, ni les organismes de formation de se regrouper, ni d'empêcher la sous-traitance. On a vraiment 2 sujets qui sont des problèmes. Cette question d'achat-revente, c'est-à-dire que je vais acheter pas cher
un contenu pédagogique de qualité médiocre et que je vais revendre très cher sur le CPF, et ça, on en a pas mal, et puis souvent, on a des signalements de cette nature-là, y compris parfois des ventes de contenus pédagogiques qui en réalité sont gratuits. On avait eu ce cas-là. Et le deuxième sujet, c'est la sous-location de la place, la sous-location d'un Calliope, la sous-location d'un place sur EDOF. Il suffit que vous fassiez portage Calliope sur Internet, vous verrez tout de suite de quoi on parle. Exactement, c'est de ça dont je parlais. Ouais. Voilà, c'est ces deux sujets-là sur lesquels on veut agir, et il faudra et sur lesquels d'ailleurs il y a un consensus. Il faudra qu'on arrive à une rédaction du texte qui permette de le faire et qui n'insécurise pas l'ensemble du secteur d'activité. Ce n'est pas du tout l'objet. D'ailleurs, la ministre l'a évoqué sur le banc à l'Assemblée nationale. Elle a bien précisé que l'objectif n'était pas d'empêcher la sous-traitance dans le champ de la formation professionnelle, mais d'empêcher le portage, en fait. Voilà. Juste un petit point sur la sous-traitance. Ce serait peut-être pas mal que ce texte règle enfin cette question de l'obligation du numéro de déclaration d'activité pour les sous-traitants. Parce qu'on nous dit, y compris certains juristes nous disent, mais ça n'est pas écrit dans la loi. C'est peut-être pas écrit dans la loi, mais dans tout, on a fait le tour de toutes les DRETS de toute la France, dans les modèles de contrats de sous-traitance, le numéro de déclaration d'activité est exigé. Et puis, dans les guides à l'usage des organismes de formation d'à peu près toutes les DRETS, quand ils publient un guide, c'est bien précisé, le sous-traitant doit avoir un numéro de déclaration d'activité. Donc, parce qu'il y a toujours des discussions là-dessus, mais non, c'est pas obligatoire pour le sous-traitant. Donc, peut-être que le décret pourrait clarifier ça une fois pour toutes. Après, je pense qu'on a un sujet qu'on peut aborder ensemble, c'est que l'image du CPF, elle est désormais intimement liée à l'image des organismes de formation. Laurent est à nouveau hors ligne. On va peut-être, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Qu'appelle-t-on un sous-traitant? Quelle définition juridique? Quelqu'un nous donne un lien vers Entreprendre Service Public, vos droits. Alors là, je ne sais pas de quoi on parle, mais en tout cas… Simplement, peut-être dire que la sous-traitance, c'est le fait de recourir à un tiers pour lui confier toute ou partie de la prestation que le professionnel s'est engagé à prester et à vendre donc au client final. Donc, c'est vrai que la sous-traitance induit une relation, on va dire, tripartite, où le donneur d'ordre, en l'occurrence là ici notre organisme de formation, qui s'est engagé vis-à-vis du client final, eh bien, va confier toute ou partie de la réalisation de sa prestation à un tiers qui va donc rémunérer directement. Et en fait, le sous-traitant pédagogique, on l'oppose évidemment aux formateurs qui n'ont pas la qualité de travailleurs indépendants et qui sont rémunérés via un salaire. Donc, ça vise évidemment les formateurs salariés, quel que soit le type du contrat de travail dans le cadre duquel ils interviennent. Et dans le champ de la convention collective des organismes de formation, vous avez différentes formes de contrats de travail adaptés évidemment à ces formes de mission. Voilà. Je pense notamment au CDD d'usage et au CD2I. Et puis, et vous avez aussi le cas des formateurs mis à disposition, puisque quand on est dans le cadre d'une convention de mise à disposition entre deux entreprises, eh bien, effectivement, on n'est pas dans le cadre d'une sous-traitance à proprement parler. Donc, effectivement, ça permet de contourner, si j'ose dire, cette réglementation-là qui est en train de se dessiner autour du CPF, en recours à la sous-traitance. Alors, le lien, c'est pour l'obligation de NDA pour les sous-traitants. Moi, je ne peux pas cliquer sur ce lien, donc j'irai le voir plus tard. Mais voilà, en tout cas, sur la sous-traitance, Sabrina vient de vous donner la définition qui est évidente pour moi. C'est-à-dire que vous confiez le soin d'un groupe ou d'une personne à conduire une formation de A à Z à votre place, c'est un sous-traitant. Maintenant, si vous faites intervenir un coiffeur qui vient faire une démonstration de coiffure dans le cadre d'une formation
il n'est pas formateur parce qu'il vient, lui, faire une démonstration de coiffure et puis le formateur est là et il assiste à cette démonstration. Le coiffeur, il n'a pas besoin de numéro de déclaration d'activité pour moi parce que ce n'est pas lui qui conduit la formation. Il est un intervenant extérieur, provisoire, il n'a pas en charge la responsabilité juridique, j'ai envie de dire, du groupe, ni la responsabilité pédagogique, ni la responsabilité administrative. Donc, et oui, il est un sous-traitant, mais il n'est pas un sous-traitant complet. Enfin, je veux dire, c'est pas lui qui est en charge de conduire la formation. Donc, mais c'est vrai que, bon, j'écoutais les propos de Laurent sur le fait de dire que l'objectif, évidemment, des pouvoirs publics n'est pas de restreindre les conditions de recours aux sous-traitants pédagogiques, mais c'est vrai quand même que déjà, en imposant aux sous-traitants, dans le cadre du CPF, d'être eux-mêmes dotés d'un numéro de déclaration d'activité, ça repose quand même la question des conditions de recours à la sous-traitance, où dans beaucoup de secteurs professionnels, je pense notamment aux formations dans le cadre des langues étrangères, etc., où évidemment, les formateurs, pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas salariés, ils ont un statut de travailleur indépendant. Potentiellement, d'ailleurs, ce sont des natifs qui résident à l'étranger, qui interviennent dans le cadre de formation digitale. Si on se dit que tout le monde doit avoir individuellement chacun un numéro de déclaration d'activité et donc un mandataire français à même de pouvoir, entre guillemets, porter leur numéro de déclaration d'activité et d'être leur représentant vis-à-vis des agents de l'État de l'ensemble du respect de leurs obligations administratives, bon, je serais quand même de mauvaise foi si on se disait que ça n'a pas d'impact évidemment pratico-pratique sur… oui, oui. Oui, oui. Voilà, je voulais revenir sur le sujet de la sous-traitance. On ne va pas y passer trop de temps, mais en tout cas, c'est un sujet intéressant. Et dans votre système de veille, mes chers amis organismes de formation, on va peut-être pouvoir parler de Calliope 2 minutes en attendant le retour de Laurent. Puisque c'est un sujet qu'on doit aborder aussi, le recours à la sous-traitance est quand même, ça fait partie, j'ai envie de dire, même si on nous dit que mais non, les sous-traitants ne doivent pas avoir de numéro de déclaration d'activité, je veux bien. Mais moi, j'ai expliqué à un de mes clients il y a assez longtemps qui fait du CACES, chariot élévateur, et je lui ai demandé, les sous-traitants, alors ils ont un numéro de déclaration d'activité? Oh ben non, ils me font des factures de prestation de service. Je dis, bon, le jour où il y a quelqu'un qui tombe du chariot élévateur, c'est plus la directe qui va venir voir, ce sont les assureurs. Et ils vont bien regarder la qualité de la personne qui était sur le tarmac. Hein. Et s'il n'avait pas la qualité de formateur reconnu par le ministère du Travail, ça risque de se passer mal. Bon, donc on a réuni les sous-traitants, je leur ai expliqué ça, ils sont venus me remercier en me disant on court demander un numéro de déclaration d'activité. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se produire. Moi, je ne suis pas juriste, hein, je suis chef d'entreprise, je n'ai pas le droit de faire du conseil juridique, mais dire attention quand même, vous devez avoir un sous-traitant qui a un numéro de déclaration d'activité et personne n'en parle, mais aussi une assurance responsabilité civile professionnelle, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer pendant la formation. Hein. Et donc, vaut mieux que tout ça soit cadré. Bien évidemment, c'est comme l'a expliqué Sabrina, la personne, on lui confie la responsabilité de faire le travail à notre place. Alors maintenant, si dans le cours de cette activité, il y a quelqu'un qui intervient pour dire je viens vous faire un petit exposé d'1 heure pour renforcer ce que dit le formateur, là, cette personne-là, qu'elle fasse une facture de prestation de service et pas de formation, pour moi, ça paraît complètement logique. Enfin bon, encore une fois, tout ça est personnel. En tout cas, enfin, un avis personnel. En tout cas, par rapport à Calliope, les informations importantes. Depuis le 28 mai 81, depuis le 28 mai 2021, les indicateurs 3, 7 et 16, qui sont les indicateurs Calliope qui disent quand le prestataire met en œuvre une formation certifiante, il doit être audité sur ces 3 indicateurs. Eh bien, depuis le 28 mai 2021, ceci ne s'applique qu'aux formations qui conduisent à la sanction par une certification RNCP. J'utilise volontairement le mot sanction parce que Laurent va nous le dire, nous le confirmer tout à l'heure. C'est ce terme-là qui est utilisé pour le CPF. La formation est éligible au CPF si et seulement si elle est sanctionnée par un examen derrière qui conduit à l'obtention
d'un titre à finalité professionnelle ou d'un diplôme ou d'un CQP RNCP ou d'une certification de compétences répertoire spécifique. Sinon, eh ben, la formation elle n'est pas certifiante, d'où l'obligation pour les organismes de formation qui ont des certificats, des formations certifiantes, de vérifier que les personnes qui ont eu un financement CPF vont bien passer la certification, parce que c'est ça qui a été financé. Enfin, Laurent nous pourra nous en redire quelques mots. Et alors, donc par rapport à Calliope, ne sont plus concernées les certifications enregistrées au répertoire spécifique. On est audité sur ces 3, 7 et 16 que sur les formations conduisant à une certification inscrite au RNCP. On ne va pas détailler les raisons pour lesquelles on est arrivé là-dessus, mais une des raisons en particulier, c'est que les niveaux, par exemple, en langue, ne sont pas réellement des certifications professionnelles. Ensuite, je rappelle quand même que ces indicateurs, 3, 7 et 16, ne s'appliquent pas au VAE, ni au permis de conduire, ni aux formations ACRE, c'est-à-dire les codes 203, que si nos formations conduisent à ces activités-là, je fais un bilan de compétences, il est automatiquement éligible au CPF et ça n'est pas une certification professionnelle. Idem pour la VAE. Encore que ça pourrait se discuter, puisque la VAE conduit automatiquement à quelque chose, à une certification professionnelle qui est enregistrée au répertoire national, au RNCP. Alors, la VAE, ça se discute, à voir avec les organismes certificateurs. Voilà, sur le permis de conduire et ACRE, ce ne sont pas des certifications professionnelles, donc ça sort du champ des indicateurs 3, 7 et 16. Et je termine sur un petit exposé bref sur Calliope pour dire que Calliope, c'est fait pour inspirer confiance aux financeurs. Vous avez mis votre activité sous contrôle d'un organisme certificateur qui vient régulièrement s'assurer que votre démarche est bien une démarche qualité, que vous mettez bien en place les processus qu'il faut mettre en place pour conduire un projet de délivrance d'une action de formation professionnelle ou d'un bilan de compétences ou d'accompagnement à une VAE ou d'un apprentissage. La confiance n'exclut pas le contrôle. Merci Cathy qui est là, puisque c'est elle qui nous a suggéré cette formule. La confiance n'exclut pas le contrôle et l'article L6316-1 du Code du travail a été modifié le 1er janvier 2022 où on a rajouté cette phrase. Les organismes mentionnés au même article L6316-1 procèdent à des contrôles afin de s'assurer de la qualité des formations effectuées. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que vous êtes Calliope que vous êtes à l'abri de contrôle des financeurs. Voilà. Et donc, faire Calliope, c'est aussi aller plus loin que le bout du nez de Calliope et de dire, bon, est-ce que ce que je fais est bien conforme à un certain nombre de choses, réglementaires bien évidemment, mais pas que. Hein, c'est s'assurer de la qualité des formations effectuées. Nous, on a eu 3 lettres comme ça d'un OPCO qui nous a demandé discrètement des petites choses sur le respect de l'article D63 13-3-1 du Code du travail. Quand on fait de la formation à distance, il faut informer les bénéficiaires de l'assistance technique et pédagogique, l'informer sur les travaux qu'il y a à faire à distance et la durée moyenne des travaux, et sur les évaluations qui sont faites en cours et en fin de formation. Bien. Donc, l'OPCO nous a écrit en disant, vous avez fait une formation 100% à distance de telle date à telle date avec quelle personne, comment avez-vous informé vos stagiaires sur ces 3 points, sans citer l'article D6313-3-1 du Code du travail. Nous lui avons répondu, c'est informé dans la convocation avec la référence à l'article. Voilà. Je pense que si nous avions répondu à l'OPCO, de quoi nous parlez-vous, pour moi, j'ai considéré que c'était, mais j'ai beaucoup apprécié la démarche en plus, hein. J'ai trouvé que c'était le début d'un contrôle. Oui, c'est là on s'assure de s'assurer de la qualité des formations effectuées. Et je terminerai juste sur les relations de l'indicateur 30 de Calliope où on dit vous êtes obligé d'interroger le financeur sur la qualité de votre prestation.
les premiers à pouvoir informer les financeurs sur la qualité de la prestation, c'est les personnes qui ont bénéficié du financement et qui informent le financeur sur voilà comment s'est passée la prestation. Alors, la Caisse des dépôts a déjà un système sur EDOF, on peut aller voir les réponses des stagiaires au questionnaire de la Caisse des dépôts, et pareil sur Pôle emploi. Voilà. Alors, je pense qu'à un moment donné, avec cet article du Code du travail, tous les financeurs viendront à faire une plateforme comme celle de Pôle emploi qui s'appelle Anotea, qui est très très bien faite, et celle de la Caisse des dépôts avec EDOF. Voilà, j'arrête ce petit discours. Alors, Laurent nous a à nouveau quittés, donc parce que je voulais lui passer la parole sur… voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur Calliope et sur le reste? Non, les RS sont considérés comme des formations certifiantes toujours, mais elles ne sont pas considérées comme des formations certifiantes qui méritent d'être analysées avec les indicateurs 3, 7 et 16 de Calliope, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein. La formation qui conduit à une certification enregistrée au répertoire spécifique reste une formation certifiante, elle reste éligible au CPF, il n'y a aucun problème, mais les indicateurs 3, 7 et 16 ne concernent plus ces formations puisque, en fait, pour un certain nombre d'entre elles, il ne s'agit pas de certification, mais il s'agit de, par exemple, les niveaux de langue. Vous faites un niveau, ce n'est pas une certification professionnelle. Donc, on a fait sortir les indicateurs 3, 7 et 16 du champ, mais c'est toujours certifiant. Voilà, Laurent, qui a fini par nous rejoindre. Ouais, on est allé à la FNAC, on a l'ordinateur, j'ai un collègue qui pédale sur un groupe électrogène pour avoir de l'électricité. A priori, ça devrait être mieux là. Payé par le CPF, l'ordinateur. Oui, voilà, exactement. Oui. Alors, bon, on a fini. Peut-être maintenant, on peut revenir à notre préoccupation sur les nouvelles CGU, parce que le temps passe et il nous reste peu de temps. Là, je suis bien désolé pour ces problèmes techniques. Je pense que dans les CGU, il y a deux choses qui sont importantes. Le premier, c'est le passage à France Connect Plus qui arrive dans la semaine prochaine, hein, maintenant, le 25 octobre. Alors, c'est quoi France Connect Plus? France Connect Plus, ça correspond à une norme européenne, qui est la norme EIDAS, E-I-D-A-S, qui est la norme de certification. Et vous avez 3 niveaux d'authentification au niveau faible, le niveau substantiel, le niveau fort. Le niveau fort, c'est globalement l'analyse de sang, enfin, c'est ce qu'on peut voir dans les films, dans les missions impossibles ou les choses comme ça. Donc, il y a très, très peu d'endroits dans lesquels vous avez de l'identification forte. L'identification substantielle, c'est une double. La première, c'est obligatoirement une vérification physique. Alors, quand je dis vérification physique, ça peut être je compare une photo avec une carte d'identité, je vois la personne, mais en tout cas, je vais m'assurer que la personne qui vient demander son identité numérique répond bien à la photo de sa carte d'identité. Ça, c'est le premier volet d'identité. Et le deuxième, mais comme ce que vous connaissez dans vos banques, quand vous allez vous utiliser un service qui a encapsulé substantiel, on va vous demander d'ouvrir l'application France Connect. Confirmer que c'est bien vous. Donc, le CPF monte en gamme sur le niveau de sécurité et qu'on va vers les niveaux de sécurité qui sont standards dans le bancaire. Ce n'est pas illogique. Le CPF, c'est 2,7 milliards d'euros d'engagement. Hein, c'est quand même assez énorme. Déploie à partir du 25 octobre, ça va complètement arrêter les usurpations d'identité. Là, pour le coup, il ne sera plus du tout l'identité de quelqu'un, puisque le substantiel passe par un composant technique qui est sur votre téléphone. Et ça, on le fait en partenariat avec la Poste, puisque la Poste est aujourd'hui en France à délivrer des identités substantielles via l'identité de la Poste.
Bon, voilà. Là, très schématiquement, comment ça va se passer? Alors, on a bien sûr prévu un certain nombre de personnes qui sont dans des zones blanches, de handicap. Enfin, voilà, on a pris en compte ces éléments-là dans le parcours. Donc ça, c'est la première brique de sécurisation vue de l'usager. On a une deuxième brique de sécurisation vue de l'organisme de formation. On a eu beaucoup d'organismes nous évoquer cette angoisse un peu permanente, cette espèce d'incertitude, d'inquiétude du contrôle, des contrôles de la caisse en maîtrisant pas forcément très bien les critères de contrôle et leurs résultats. Donc, on a beaucoup d'OF qui nous écrivaient en disant « mais je fais quelque chose, je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien ». Et évidemment, en cours de vie de mon compte de formation, l'objet de la caisse, ce n'est pas d'accompagner tous les organismes de formation au fil de l'eau, il y en a quand même 15 000. Donc là, on a mis en place une procédure d'enregistrement des organismes de formation qui a d'abord pour vocation d'apprendre à connaître les organismes de formation qui vont se présenter sur la plateforme. Et cette procédure, elle a démarré le 6 octobre. Elle est assez simple, hein, elle se réalise en 2 temps. Dans un premier temps, on demande à l'organisme de formation de nous fournir des informations de nature administrative. Et pendant 11 jours, on regarde si on dispose bien de l'ensemble des informations administratives. Dès lors que l'OF a passé cette première étape, en fonction du secteur d'activité, des formations qu'il posait sur mon compte formation, j'ai envoyé une deuxième demande de dossier, mais cette fois-ci plus qualitative, qui porte sur le secteur d'activité. Je veux former en anglais, je veux former en création d'entreprise, je veux former en bilan de compétences. On aura une approche sectorielle. Et on demandera notamment les éléments sur le catalogue. Et ces dossiers. Et en même temps, on va proposer aux organismes de formation une session de formation sur ce que sont les conditions générales d'utilisation, ce que fonctionner dans la plateforme. Donc, c'est un peu le code de la route, formation, code de la route sur le CPF. Et au bout de ce processus, on permettra à l'organisme de formation de rentrer, que ça lui permettra de rentrer en connaissance de. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on le connaîtra, on aura vu son catalogue, il nous aura rencontrés, on se sait qu'il a bien lu les conditions générales d'utilisation, que s'il est sur des formations, il a bien lu, il a bien compris les notices que nous avions fournies. Et donc, ça doit sécuriser après son activité sur mon compte formation. Et dès lors qu'un OF exactement ce qu'il nous a déclaré à l'entrée, il n'y a aucune raison que ça soit dans la plateforme. Par rapport aux organismes qui sont déjà installés et qui ne sont pas de nouveaux entrants avec la nouvelle procédure d'enregistrement, comment ça se passe? Alors là, dans la proposition de projet de loi que vous avez vu tout à l'heure en mon absence, et je vous prie encore une fois de m'en excuser, vous avez dû voir que le rédigé de la manière suivante. Alinéa 1, il est mis en place une procédure d'enregistrement. Alinéa 2, dès lors que l'organisme de formation ne répond pas au cours d'exécution à ce critère, il est écarté de la plateforme. Donc, s'agissant du stock, on va attendre que la loi soit et donc, on fera passer les organismes de formation qui sont déjà dans la plateforme dans cette procédure tout au long de 2023. Voilà, oui, parce que c'est une question qui est bien évidemment très souvent posée. Alors, je reviens 30 secondes, enfin très peu de temps sur toutes les questions qui sont posées sur le chat, sur la difficulté à s'enregistrer sur France Connect. Moi, il me semble bien que pour aller sur impôt.gouv.fr, on est obligé de passer par le même cheminement et qu'il y a d'autres systèmes administratifs pour lesquels je suis obligé de passer par France Connect. Enfin, je veux bien qu'on me démente là-dessus, mais il me semble bien que c'est quand même quelque chose. Et je voulais revenir aussi sur une question qui a été posée au tout début. Qu'est-ce que c'est AR24? Alors, c'est aussi un système d'envoi des recommandés par la voie postale. Voilà, donc on vous demande aussi sur AR24 une identification. Je ne sais plus si c'est par France Connect, mais c'est un petit peu complexe. C'est une identité numérique. C'est vrai que nous, on adresse les courriers de manière digitale.
On n'a pas prévu de faire du courrier papier, y compris pour le mental, hein. Et donc, on utilise le système en vigueur d'envoi de courrier recommandé au format électronique. Ça s'appelle AR24, le service s'appelle AR24, mais ça, il n'en demeure pas moins avec accusé de réception, sauf qu'elles sont digitalisées en réalité. Et donc, tu es des pour écrire. Et évidemment, pour récupérer, quand nous on écrit un organisme de formation, pour pouvoir le récupérer, avoir et puis être légitime à le faire. Donc, c'est souvent le responsable légal qui doit lui-même aller retirer le courrier. Voilà, donc c'est D'ailleurs, j'appelle, si tu me permets, Michel, j'appelle l'attention de tous sur un point. On a énormément de rejets dans les courriers ou dans les mails. Dans EDOF, il y a des champs dans lesquels on saisit son contact administratif, on saisit son adresse, etc. Et on voit bien que vrai problème de qualité sur ces saisies-là. Ou alors, l'assistante, la personne qui est en contrat d'apprentissage, etc. Et donc, on a eu beaucoup d'OF qui, sur la campagne ACRE, nous ont dit « Je ne vous ai pas répondu parce que je n'avais pas le courrier ». Parce qu'en réalité, ils avaient dans le référentiel adresse l'apprenti qui faisait de la et qui depuis était parti. Et donc, nos courriers tombaient morts. Donc, je rappelle que quand la Caisse des dépôts écrit, il faut que vous vous assuriez responsable légal. Parce que quand on écrit en règle générale, c'est que potentiellement derrière, il y a des sanctions qui sont lourdes. C'est un bon rappel. Voilà. Ça paraît assez important. Ouais. Je vois alors sur une question peut-être pour Sabrina, pour la juriste, c'est pour chaque OF, est-ce que le retour à un service de médiation est devenu obligatoire? Je ne suis pas très sûr du rapport avec le CPF. Mais... Non, pas du tout. Le recours à la médiation auprès des autorités publiques n'est absolument en aucun cas obligatoire et donc il ne doit pas l'être devant la Caisse des dépôts et consignations. C'est une faculté. Oui, alors j'entends deux questions. Est-ce que la question c'est est-ce qu'un OF doit avoir ou est-ce que c'est dans nos procédures, est-ce qu'il vaut mieux recourir au médiateur? Non, mais c'est le recours au service de médiation est-il devenu obligatoire? Ah oui, non. Il n'était pas auparavant, il ne le deviendra pas demain. Voilà. Faites attention parce que par contre, le recours à une médiation n'est pas suspensif des délais de recours entre guillemets de droit commun pour saisir les juges. Voilà, donc il faut faire attention à ça aussi. Oui, alors je reviens 30 secondes sur Calliope à ce sujet-là, puisqu'on a un indicateur 31 dans Calliope qui nous dit comment traitez-vous les réclamations. Alors, il y a certains auditeurs qui disent « Ah oui, mais si vous n'avez pas de service de médiation, alors je vous mets une non-conformité parce que vous ne traitez pas comme il faut la réclamation. » Bon, c'est peut-être aussi une des explications de cette question. Ah, pardon. Non, mais alors, pardon, excusez-moi. Il y a deux sujets différents. Il y a oui, c'est ce que j'évoquais. Ouais. Les dépôts et consignations. Et d'autre part, par ailleurs, effectivement, le fait que quand on est un professionnel et qu'on vend des prestations de services, notamment à des consommateurs, ce qui est notamment le cas dans le champ de la formation professionnelle, effectivement, il faut pouvoir proposer le recours à un service de médiation. Tout à fait. Voilà. Et la personne qui a mobilisé son CPF, il me semble bien qu'elle est considérée comme un particulier. Oui, le recours à la médiation fait pas un pli. Mais pour prolonger le fil de Sabrina, et puis alors maintenant que je vous vois, je vais pouvoir parler un peu, sur les recours gracieux et sur la saisine de la médiation. Un retour, c'est qu'on a énormément de recours gracieux qui en réalité. C'est-à-dire que les gens nous écrivent « Moi, je suis un OF depuis longtemps, je suis très bon, je conteste votre décision. » Et avec ça, on ne peut rien faire, en fait. Ça ne nous aide pas à arbitrer gracieusement des décisions. Et donc, j'ai quand même beaucoup, alors quand je dis beaucoup, c'est peut-être 80% des organismes de formation qui, en fait, ne répondent pas sur le fond quand ils font des recours gracieux. Je vous donne une illustration des organismes de formation qui auraient été sanctionnés sur
auraient des taux d'obtention de l'examen sur le reste de leur périmètre de formation exceptionnels. J'ai été sanctionné sur Acre, mais je fais 100% de diplômes obtenus sur le CACES, je fais 100% de diplômes obtenus sur le CAP Boulanger. Là, en recours gracieux, on peut prendre en compte l'ensemble de l'organisme et dire effectivement, il y a une non-conformité sur Acre, mais sur les autres plans, il est exceptionnel. À peu près la moitié des courriers en recours gracieux qu'on reçoit, l'information dit « j'ai Calliope, je ne comprends pas pourquoi vous me demandez des choses ». Ça se termine systématiquement par un rejet du recours gracieux, évidemment. Donc, la recours donnée, c'est que quand vous faites un recours gracieux, vous pouvez des éléments exorbitants de la procédure. Vous pouvez évoquer la totalité de votre organisme de formation et les éléments qui ont du sens, ils correspondent à la finalité du CPF. Ça va être les taux de formation, les taux de réussite et d'obtention de l'examen. C'est ça, des éléments complémentaires en recours gracieux. Pas juste, et donc je conteste votre décision. Et c'est de la même manière sur la médiation. Merci pour ces indications. Comme il nous reste un petit quart d'heure, je voudrais qu'on passe sur le dernier point qui est les perspectives du CPF pour 2023. Rester aussi sur des aspects positifs. Juste avant, une question qui est à mon avis aussi pour Sabrina, mais voilà, comment la Caisse des dépôts peut-elle mettre en doute les pratiques commerciales sur la base de simples doutes? Comment elle peut bloquer l'activité totale d'un OF? J'ai envie de dire rendez-vous devant le tribunal. Enfin, j'en sais rien, mais je ne suis pas certain qu'on puisse traiter de ça maintenant. Votre avis, Laurent, Sabrina? Je pense qu'il y a un premier point, c'est que je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même la Caisse des dépôts qui fait le chèque. Donc, il y a un premier truc autour de ça, quoi. Donc, nous, on paye quand même, on paye pour 2,7 milliards d'euros cette année de formation. Donc, considérer que la Caisse n'est pas tout à fait légitime à regarder ce qui se passe pendant et après la formation me semble être autant une erreur de droit qu'une erreur de fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on peut toujours se poser du rapport d'autorité ou du rapport de contrôle. Force est de constater qu'il y a un certain nombre de dispositions dans le code fixe à la Caisse des dépôts une responsabilité sur la consommation des fonds. Et donc, nous, on doit répondre à la Cour des comptes, au corps d'inspection, sur la manière dont on prête. Et je dirais par ailleurs, et on peut en débattre avec Sabrina, on voit le juge pénal. Le juge pénal, quand il constate des infractions pénales, il y a d'autres affaires qui vont sortir, hein, pose la question à la Caisse, qu'avez-vous fait sur le plan administratif ? Évidemment que le juge pénal dit, moi je constate un délit, chère Caisse des dépôts, pourquoi avez-vous laissé faire tel Instagrammeur, telle entreprise de formation ? Et par ailleurs, je pense qu'on se trompe de point là. C'est-à-dire que l'image du CPF, c'est l'image des organismes de formation, c'est l'image de la formation professionnelle. Donc on peut avoir une attitude qui consiste à dire, je regarde les obligations légales, et je colle pile poil aux obligations légales, et puis je vais critiquer pourquoi la Caisse fait ça, pourquoi je suis déréférencé, etc. Bon, ok. Mais en réalité, le CPF, il est en indivision entre les financeurs, les opérateurs de formation, la Caisse des dépôts. On est mariés sur cette affaire-là, dans le sens où l'image des uns rejaillit sur l'image des autres. Ensemble sur c'est quoi la qualité ressentie. Il faut qu'on travaille ensemble sur la manière dont on restaure la confiance auprès des usagers. Et les dossiers que c'est très rare les cas dans lesquels on a des vraies hésitations. Hein. Là, Sabrina vous a parlé des réponses du juge. Mais les services régionaux de contrôle qui prennent des décisions administratives qui sont plus sévères que celle de la Caisse des dépôts, hein, le remboursement des sommes, etc.
on n'a pas un taux d'erreur qui est énorme. Hein. Quand il y a un signalement côté Caisse des dépôts, il y a souvent un signalement côté services régionaux de contrôle, il y a souvent un signalement côté DGFiP, il y a souvent un signalement côté URSSAF. Hein. J'avais coupé mon micro parce que j'ai une intervention ici de Cathy qui est en backup et qui me dit qu'il faudrait que tu coupes ta caméra parce qu'on n'entend pas ce que tu dis à cause de la caméra. Voilà, et on m'a demandé de le faire et puis je disais, ben voilà, alors bon, mais que tu restes avec nous quand même, mais voilà, parce qu'apparemment, beaucoup de personnes se plaignent de rien entendre et l'autre Laurent de Webikeo nous demande de couper la caméra. Voilà. Pardon d'avoir interrompu du coup cette discussion fort intéressante qui me permet de rappeler que quand même la Caisse des dépôts, comme tous les financeurs, est fondée avec l'article que j'ai cité tout à l'heure, qui a été modifié le 1er janvier 2022. Hein, les financeurs procèdent à des contrôles de la qualité. Bon, alors on met en doute la qualité. On met en doute la qualité. On peut dire, bah, tiens, tant que je mets en doute la qualité, j'arrête de vous financer. Pourquoi pas? Voilà. C'est la juriste qui peut nous informer si c'est possible, mais bon, c'est une décision qui est quand même justifiée, comme vient de l'expliquer Laurent. Comme il nous reste 10 minutes, je propose, Laurent et Sabrina, qu'on termine ce formidable webinaire, hormis les petites questions techniques, sur les perspectives du CPF pour 2023. Alors, vous m'entendez bien là du coup? Oui. Oui. Donc, je pense que 2023, ça va être placé sous la mise en œuvre des propositions qui sont dans le projet de loi. Ça va être, à mon avis, l'année de la co-construction. L'année de la compétence, parce que au cours de 2023, on va mettre à disposition de l'ensemble des usagers une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le passeport de compétences, qui va retracer la totalité de la biographie de chaque individu. Donc ça, c'est une disposition de la loi qu'on trouve à l'article L6323-8, alinéa 3. Le titulaire dispose d'un passeport de compétences qui recense ses formations initiales, ses formations continues, ses expériences professionnelles. Donc là, on est sur un projet qui est colossal, puisque, pour le résumer rapidement, il s'agit de construire un LinkedIn à valeur probante, un LinkedIn souverain, dans lequel les expériences et les diplômes obtenus par les individus seront certifiés par la Caisse des dépôts, notamment dû au fait qu'on obtient directement des sources d'informations. C'est-à-dire qu'on est en train d'interconnecter le système avec l'ensemble des certificateurs ainsi que la déclaration sociale nominative. Alors, rassurez-vous, ce passeport de compétences, c'est un élément qui appartient au titulaire et la loi dispose bien qu'il n'est visible que dès lors que le titulaire y consent. Donc, on va créer 60 millions de biographies, emploi, formation professionnelle. Et puis, ceux qui souhaitent que ce soit accessible pourront le faire. Et puis, ceux qui ne le souhaitent pas ne pourront pas le faire. Et je pense que ça va poser les premières briques de l'amélioration de la relation entre l'emploi, la compétence et la formation. On travaille ça en partenariat très étroit avec Pôle emploi, notamment sur le volet des demandeurs d'emploi, parce que la question de la compétence et de la biographie pour les demandeurs d'emploi, elle est essentielle. Et donc, voilà, à l'horizon du printemps, on aura les premières versions, et puis c'est un produit qui va s'améliorer progressivement. On a un deuxième sujet qui nous tient à cœur, c'est le lancement du passeport prévention. Alors, le passeport prévention correspond à la loi santé qui a été prise 2 août de l'année dernière et qui, lui, va recenser particulièrement les formations santé-sécurité au travail. Et ça va permettre de mieux accompagner les risques professionnels et de s'assurer que les salariés sur leur poste de travail disposent des compétences et des formations nécessaires pour préserver leur intégrité physique, leurs collègues, l'intégrité des bâtiments, des outils, des machines. Donc ça va être lancé en même temps. On a évidemment donc la poursuite de la
moi, je préfère parler de régulation du système. Je pense que c'est un peu ça. Plus on va avancer dans le temps, plus on aura à trouver des équilibres fins. Et puis, poursuivre le travail de partenariat qu'on a avec les autres acteurs, parce que le compte personnel de formation, c'est quand même la maison commune. Des partenariats avec les partenaires sociaux. On a signé une convention avec l'UF, on a signé une convention avec l'U2P, on a signé de nombreuses conventions avec les branches professionnelles, les OPCO, les régions. On expérimente des modalités avec les entreprises. Et ça va être un axe d'effort, que les conditions de la confiance et de l'image auront été restaurées. Et ça, on le fera tous ensemble ou on le fera pas, quoi. Mais l'impératif, il est là. Et puis, on va l'accompagnement de l'usager, à faire en sorte que on ait un usager qui soit de plus en plus éclairé. Ça, c'est des améliorations du côté du moteur de recherche. C'est plus de liens avec les opérateurs du conseil en évolution professionnelle. On a, par exemple, avec la DARES et France Compétences, sur que deviennent les sortants du CPF, et une plus grande encore étude sur pourquoi les entrants dans le CPF cherchent à... Bon, et puis je voudrais quand même rappeler que aujourd'hui, le CPF, c'est à peu près 2/3 de salariés, 1/3 de demandeurs d'emploi, et qu'on a déjà réalisé des premières études avec Pôle emploi sur le rendement d'une formation CPF sur le taux d'insertion, et on peut quand même se réjouir que les demandeurs d'emploi qui utilisent leur CPF de manière autonome trouvent un emploi dans plus de 54% des cas à l'issue de la formation, ce qui est un score un peu meilleur que sur les autres dispositifs de formation. Alors, on ne dira pas que tout ça est forcément grâce au CPF, mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que les demandeurs d'emploi qui se forment avec leur CPF de manière autonome aboutissent à l'emploi avec avec une probabilité d'accès à l'emploi qui est un peu plus forte qu'avec le reste des dispositifs. Merci Laurent pour toutes ces explications. On nous demande si sur le passeport de compétences, ces individus pourront être accompagnés par oui et par qui. Si oui, par qui. Attendons de voir ce passeport de compétences. En tout cas, sauf si Laurent a des réponses à cette question. Tout ça continue dans le même sens que le titre premier de la loi du 5 septembre 2018, que je le rappelle très souvent, c'est-à-dire vers une nouvelle société de compétences. On est toujours, alors, même si on nous dit qu'il va y avoir une nouvelle réforme, ce sera vraisemblablement quand même un toilettage de la réforme actuelle et pas autre chose. Laurent, Sabrina, vous confirmez? Alors, ouais, moi je dirais peut-être que, enfin, au-delà du toilettage purement peut-être technique, la question qui est à l'œuvre quand même, c'est celle des transitions professionnelles et de l'accompagnement massif à la reconversion salariée sur des métiers en tension, des métiers pénuriques, et puis globalement des sujets de restructuration d'entreprise dans tout un tas de bassins d'emploi et dans tout un tas de secteurs d'activité. Et ça, c'est un phénomène de toute façon qui est évidemment à l'œuvre, qui a certainement été accéléré par l'effet de la crise sanitaire et qui met quand même l'ensemble des acteurs, et en particulier les pouvoirs publics, face à quasiment un dilemme. C'est vrai que c'est le sujet des dispositifs d'accès à la reconversion qui ne sont pas forcément bien adaptés à l'urgence et à évidemment des besoins là, forts d'entreprise. Et donc, ça repose la question de l'articulation et une meilleure utilisation finalement des dispositifs individuels de formation, évidemment, très, très incarné par le compte personnel de formation, pour pouvoir être mieux articulé avec des logiques de GPEC à tiède, à chaud, voire très, très chaud, quand il s'agit effectivement de restructurer des entreprises ou potentiellement d'embaucher massivement sur des métiers pénuriques. Et là, aujourd'hui, on observe des expérimentations qui fonctionnent pas très bien pour tout un tas de raisons assez différentes. Le sujet est un peu plurifactoriel, alors notamment, je pense évidemment aux dispositifs transition collective, et pour lesquels on pourrait quand même s'interroger sur comment, notamment le CPF, pourrait peut-être être davantage mobilisé dans des logiques de co-investissement, donc développées évidemment avec les entreprises. Alors, je ne dis pas qu'il faut recréer des choses qui existaient il y a 20 ans, mais enfin qui étaient quand même hyper intéressantes pour effectivement des dispositifs de compte formation. Mais il y a certainement là des ajustements qui seront faits sur les dispositifs d'accès individuel. Je pense il y a le CPF, mais aussi le projet de transition professionnelle,
pour faire en sorte qu'ils répondent davantage à des besoins de reconversion professionnelle et de transition. Voilà, parce que le CPF aujourd'hui, certes, il commence à décoller, il est très démocratisé, mais c'est vrai qu'on observe quand même que beaucoup de formations en CPF autonome sont quand même utilisées à des fins, entre guillemets, très personnelles et qui ne répondent pas forcément à des problématiques d'employabilité. Or, le CPF, comme d'ailleurs des personnes dans le chat le soulignaient, c'est évident qu'il est financé, certes, sur des fonds publics, mais sur la base des contributions légales des entreprises, voilà, au soutien de politiques publiques d'employabilité. Donc, les formations loisirs, c'est bien, mais c'est vrai que si accessoirement, elles peuvent permettre de sécuriser les parcours, voire de reconvertir les gens, c'est peut-être même encore mieux quand même. Oui, alors là-dessus, je pense qu'on fasse attention à la fois… non, je vais les données du CPF, elles sont en open data. Je suis sûr qu'il y a une formation loisir. On n'a pas la peinture sur soi dans le CPF. Par contre, est-ce qu'il y a une vraie finalité professionnelle à la formation? Là, je pense. Et c'est le cas sur notamment les niveaux de savoir, les formations bureautiques, les formations. Donc, moi, je n'utilise pas, pardonne-moi Sabrina, le côté formation loisir parce que c'est un truc qui reste, y compris dans les statistiques qui ne disent pas tout à fait ça, et c'est quand même franchement imprimé dans la rétine. Mais, on a une question. Pardon, vas-y. Verbatim. Mais je te rejoins. C'est la question d'une action de formation dans le code du travail, c'est du contenu pédagogique à finalité. C'est écrit noir sur blanc dans le code. Et donc, on doit vérifier la finalité professionnelle de la formation. Oui, ça paraît assez logique. Oui, mais je vais vous prendre un exemple très concret. Quand je parlais de formation plaisir, tu as raison, le verbatim est important, c'était pas suffisamment précis, parce que finalement, toutes les formations éligibles au CPF ont aujourd'hui une finalité professionnelle, on n'en doute pas, mais par contre, elles peuvent avoir une finalité professionnelle qui est finalement totalement déconnectée de l'emploi à date et de l'emploi de demande du titulaire du CPF qui le mobilise de façon autonome, davantage pour se faire plaisir en dehors de son temps de travail que pour vraiment travailler sur la sécurisation de son parcours. Donc, un bloc de compétences à un CAP culinaire, certes, l'objectif est professionnel, mais globalement, il n'a rien à voir avec le job d'aide-soignant qu'exerce la personne en question quand elle mobilise son CPF. C'est en ce sens-là que je ne remets pas en cause le choix de la personne, puisque évidemment, aujourd'hui, ces formations sont bien éligibles au CPF, mais j'interroge un tout petit peu sur la finalité, on va dire, l'objectif d'intérêt général du dispositif, parce que dans un contexte économique globalement contraint, notamment des comptes publics, quand on se dit que les contributions légales formation ne permettent pas de financer au global l'ensemble des dispositifs de formation à devoir financer, au regard du déficit aujourd'hui constaté dans les comptes de France Compétences, du coup, on peut peut-être un tout petit peu s'interroger, mais en tout cas, moi, c'est vrai que c'est un sujet qui m'interroge, surtout quand je vois le nombre d'entreprises qui ont des problématiques de reconversion professionnelle et qui ont un vrai besoin d'accompagnement financier sur leur plan de restructuration, notamment sur le levier formation, et qu'on leur dit qu'en fait, c'est encore pire qu'avant, parce qu'effectivement, il y a beaucoup moins de fonds publics qui peuvent être mobilisés qu'auparavant pour accompagner ces reconversions professionnelles. C'est vrai que du coup, ça interroge. Voilà. Alors, mais en fait, je pense que, juste Michel, je pense que le point de conclusion de ça est important. Je pense que la question n'est pas résolue, c'est est-ce qu'on attend du CPF un rendement dans l'emploi à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois, à 2 ans ou à 5 ans? Typiquement, dans l'exemple du CAP cuisine pour un aide-soignant, quand on voit la souffrance au travail qu'il y a dans les aides-soignants, peut-être que cette personne-là, 2 ans après, elle sera dans la cuisine d'un restaurant. Donc, il y a un vrai sujet, et les deux sont valables, en fait, je pense. Et puis moi, j'ai des histoires belles et des histoires moches à raconter autour de ça. Et je pense que la question, c'est est-ce qu'on veut faire du CPF l'outil de l'adéquation des compétences à 6-8 mois? Et là, on n'est pas tout à fait dans la liberté de choisir son avenir professionnel. On est plutôt dans un truc qui s'appelle « là où on attache la chèvre, elle broute ». Et on revient sur quelque chose qui est de dire « j'ai besoin de 3 maçons, donc vous n'allez pas décider, je vais former 3 maçons et puis vous deviendrez maçon ». Ou alors, on est dans une logique dans laquelle on regarde l'employabilité sur une échelle de temps qui est un peu plus longue. Et tu as raison, c'est quand le budget se restreint, on a tendance à dire je veux un rendement immédiat. Mais si on veut un rendement immédiat, je ne suis pas certain que le CPF en soit une réponse.
Eh ben, merci pour ce débat. Alors, pour répondre aux quelques remarques qui sont faites, qu'on ne répond pas aux questions plus personnelles, etc., c'est volontaire. Vous étiez plus de 500 présents, donc on ne peut pas répondre à toutes les questions. Vous nous en excusez. Donc, c'est effectivement une discussion assez générale qui renvoie aux règles. En revanche, Jean-Antoine nous suggère de faire un webinaire sur l'accrochage. Et je le remercie pour cette suggestion. C'est une très bonne idée, puisqu'effectivement, on a énormément de questions sur l'accrochage. Mais là, je ne sais pas si c'est avec la Caisse des dépôts, France Compétences ou les deux, ou même on va réfléchir on parle de quel accrochage, Michel? Je pense qu'on parle de l'accrochage des certifications enregistrées au répertoire et qu'on ne sait pas, tout le monde s'interroge sur comment les accrocher au CPF, Oui, c'est ça? je pense que là, c'est plutôt Caisse des dépôts. Oui. Et moi, je suis assez favorable à ce qu'on fasse un webinaire là-dessus, y compris sur la partie technique. Moi, j'ai des collaborateurs qui en font beaucoup, des webinaires autour de cet accompagnement-là. Mais enfin, si jamais tu souhaites en faire un, on le fera avec grand plaisir. Eh ben, il suffit qu'on le programme et puis on fera ça parce que c'est une très très bonne idée. Voilà, merci Nicolas je ne sais plus qui nous a suggéré cette idée de faire un webinaire sur le sujet. Bien évidemment, vous pouvez retrouver ce webinaire sur Webikeo. Il sera également en téléchargement, enfin en visio sur notre chaîne YouTube. Et puis le document que vous avez sous les yeux est déjà en téléchargement avec le replay. Le replay sera disponible dans quelques heures sur Webikeo et le document que vous avez sous les yeux sera téléchargeable avec en complément eh bien les nouvelles CGU de la Caisse des dépôts pour le CPF. Et puis, pour vous faire sourire, vous amuser, nous détendre. Il y a cette formidable vidéo de Laurent Durin qui est sur bon plan, mauvais plan. Voilà. Quelques mots de conclusion, Laurent, Sabrina? Non, ben moi, enfin, je suis très confus d'avoir été aussi assuré que ça dans ce webinaire qu'on a beaucoup préparé avec Michel. Je suis désolé, et donc je me remets à disposition de Michel et de CFS Plus pour d'autres séquences si jamais il considère que ça peut être utile. Oui, tout à fait. On tirera les conclusions aussi de ce qui nous a été dit dans le chat pour peut-être refaire quelque chose de on reprendra rendez-vous. Sabrina? Non, pas de mot de fin particulier. Je pense qu'on a eu des échanges fort intéressants d'ailleurs et beaucoup de réactions, de commentaires dans le chat assez intéressants aussi d'ailleurs. Toujours frustrant de ne pas pouvoir prendre tous les commentaires, mais ça, c'est le format qui veut ça. Oui, c'est le format qui veut ça. Alors moi, encore une fois, j'aime bien qu'on réponde à des questions en cours de webinaire parce que dire on répondra aux questions à la fin, on sait que ça ne marche pas. Là, c'est impossible. Vu le fil. Ça anime la discussion, c'est intéressant en même temps d'avoir des échanges avec la salle. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Notre prochain webinaire le 22 novembre avec notre ami Alexa Rousseau de Veille Formation. Et on va revenir un petit peu sur Calliope. On va faire un focus sur les indicateurs spécifiques de la VAE, du bilan de compétences, parce qu'on a tendance à oublier un petit peu ces indicateurs spécifiques qui sont quand même importants. Et personne ne le voit, mais il y a aussi des indicateurs spécifiques, y compris pour la catégorie action de formation. Voilà, donc rendez-vous le 22 novembre avec Alexa. Et puis, on prépare le webinaire du mois de décembre, mais pour l'instant, ça n'est pas encore arrêté, mais je vous en dirai plus dans les jours qui viennent, je l'espère. Voilà, merci à tous et à tous. Vous avez nos contacts à la fin du webinaire. Donc, je vais mettre fin à cette session. Laurent et Sabrina, vous pouvez rester en ligne, mais je vais couper la vidéo. À bientôt, merci.